Thierry Schaffner, je suis agent général d'assurance. On accompagne de plus en plus sur le risque cyber nos dirigeants qui sont demandeurs. J'avais une question, vous faisiez référence à l'état de la menace, aux populations russophones qui sont les champions du monde de la cyberattaque, qui sont actuellement plutôt beaucoup occupés avec le conflit Ukraine-Russie. Comment vous voyez l'état de la menace une fois que ce conflit sera réglé ? Est-ce que vous êtes pessimiste, très pessimiste, très pessimiste enfin, quelles sont les perspectives ? C'est vrai que depuis mon intervention, mon discours n'a pas été très optimiste en réalité. Et c'est vrai qu'avec cet exemple que j'ai donné de Conti, mais ce n'est pas le seul, où on a quand même des individus qui aujourd'hui travaillent essentiellement au profit d'un État, dès lors que le conflit sera réglé, on peut imaginer qu'ils retournent à leurs activités qui étaient les activités initiales. Et donc, j'aurais plutôt tendance à être assez pessimiste en la matière. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, donc c'est difficile à dire, mais on peut vraiment l'imaginer. Bonjour, mon général. Bonjour. James, société Dr PC Informatique, donc professionnel référencé notamment sur le plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Nous commercialisons, des solutions effectivement de lutte contre des cyberattaques qui intègrent de l'IA, donc qui permet donc le traitement notamment des trames et de l'ensemble des datas qui sont récupérées par les systèmes. Est-ce que vous pensez que l'IA effectivement pose souci et permet des attaques, mais également pourrait être un outil qui permettrait la lutte également contre la cyber ? J'en suis persuadé. En fait, l'IA est un outil qui est utilisé par l'adversaire, mais c'est aussi un outil qui est particulièrement utile pour nous. Vous l'évoquez dans le cadre des actions qui sont liées à la cybersécurité. On a cette capacité aussi. Alors moi, je ne suis pas, évidemment, c'est pas mon domaine, celui de la cybersécurité n'est pas mon domaine. Je ne travaille pas au quotidien sur le sujet. Mais pour avoir vu un certain nombre d'articles ou échangé, notamment au sein du campus cyber, avec des entités qui sont liées au sujet, l'IA est un vrai plus en matière de capacité de détection d'un certain nombre de comportements qui peuvent être malveillants. Alors, je dis pas comportement, c'est pas le comportement de l'humain, c'est plutôt des comportements techniques. Et ça peut vraiment être une vraie source, une vraie opportunité pour détecter quelque chose, typiquement sur des fuites de données. Les fuites de données, l'objectif, c'est de le faire vraiment complètement sous les radars. Et donc, on a besoin d'outils performants et l'IA sera une capacité de performance pour le faire. Et au-delà de ça, même pour nous, au sein du ministère de l'Intérieur, l'IA est un vrai plus. Quand je disais tout à l'heure dans les compétences rares que l'IA est quelque chose qui en deviendra une, en fait c'est déjà le cas. On travaille sur un centre de sujets. Je vais vous donner juste un exemple. On a à l'heure actuelle un projet d'identifier les images pédopornographiques à partir de l'IA. Alors pourquoi ? Tout simplement, lorsque vous effectuez une interpellation chez une personne qui est mise en cause pour pédopornographie ou détention d'images, eh bien, vous allez saisir un certain nombre de supports numériques qui vont être particulièrement importants. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de la garde à vue, on puisse rapidement avoir une décision de la part du magistrat. Sauf que le magistrat, il doit décider en connaissance de cause. Et sur le temps de la garde à vue, si vous avez une multitude de supports numériques, ce n'est pas forcément évident, dans ce temps-là, de pouvoir regarder chacune des images. Donc le principe, c'est d'avoir une IA qui est capable de balayer, scroller l'intégralité des supports numériques, de pouvoir récupérer les images qui potentiellement ont un caractère pédopornographique et le proposer à l'enquêteur, qui sera de toute façon le seul juge et le seul, alors c'est pas le juge parce que c'est pas lui qui juge, mais en tant qu'il sera le seul à pouvoir apprécier s'il s'agit bien d'une image pédopornographique, mais ça va permettre de pouvoir faciliter le travail. Donc l'IA est aussi un mode très utile sur ça. Techniquement parlant, ça marche bien. Mais comme vous le savez sans doute parce que vous êtes dans le domaine, l'IA, pour être performant, il a besoin d'apprentissage. Et notre difficulté, très souvent, elle peut être liée au cadre légal, parce que pour pouvoir faire apprendre à notre IA, il faut une base importante, et pour pouvoir faire apprendre sur de la reconnaissance d'images pédopornographiques, il faut des images pédopornographiques. Et donc, il y a toute la problématique de la détention et l'utilisation dans un contexte. Donc, on est en train de travailler aussi sur cet aspect légal, évidemment, et réglementaire,
de manière à ce que l'outil soit le plus performant possible, même si techniquement on y arrive. Donc, dans les deux domaines, que ce soit celui de la lutte contre la cybercriminalité ou celui de la cybersécurité, moi je suis persuadé que l'IA est un vrai plus. J'ai au sein du COM CyberAmi un général de brigade qui est spécialiste IA. Il est docteur en IA et il travaille à notre profit, et notamment sur les sujets qui peuvent être en lien entre l'IA et le cyber dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Et j'ai également au sein du COM CyberAmi un thésard sur le poste quantique. Là, c'est plus compliqué à pouvoir l'encadrer parce que j'ai pas de spécialiste en la matière, donc on travaille aussi avec les universités, mais il faut qu'on se projette dans l'avenir et qu'on essaye de, pas forcément d'avoir un coup d'avance, mais de ne pas avoir trop de wagons de retard. Bonjour Général, et merci beaucoup pour votre intervention. C'est précieux de pouvoir profiter de votre expertise. Moi, j'avais une question, parce qu'ici, du coup, on est des chefs d'entreprise de TPE, PME. Selon vous, c'est quoi la plus grande menace, justement, qui pèse sur les TPE, PME, mais que souvent on ignore? Et si vous deviez nous donner un conseil à mettre en place dès demain, qu'est-ce que ça serait? Moi, je reste persuadé aujourd'hui que la menace principale reste l'attaque par rançongiciel. Très clairement, tout simplement parce que c'est la plus dévastatrice sur les systèmes d'information. Alors, c'est pas moi qui le disais, c'était François-Noël Barrot lorsqu'il était secrétaire d'État au numérique il y a 2 ans de ça, me semble-t-il. Donc, je pense que les chiffres, il les avait notamment au travers du ministère de l'économie et des finances, mais il disait que sur les entreprises qui sont victimes d'une cyberattaque par rançongiciel, 50% d'entre elles déposaient le bilan dans les 18 mois. Donc on voit que l'impact, il est quand même majeur. Alors c'est lui qui le citait, hein, je n'ai pas cette statistique avec tous les éléments précis en la matière, mais en tout cas, c'est la plus dévastatrice. Donc, sur le conseil que je peux donner en la matière, c'est de faire quand même un audit de votre système d'information, parce que nous, ce qu'on a pu quand même observer, et on est saisi, quand je dis on, c'est de manière globale, hein, soit l'OFAC, l'UNC ou la BL2C, des attaques cyber à l'encontre de toutes ces entités. Et le constat qu'on peut faire avec l'ensemble des acteurs, c'est que le niveau de maturité cyber, il est très faible. Et ce n'est pas un hasard que ces entités sont attaquées, parce que leur niveau n'est pas suffisant. Donc c'est de faire réaliser un audit et de faire tout simplement faire une mise à niveau en fonction de l'audit qui a été réalisé. Si je reviens à Nice 2, le patron de l'ANSSI, donc Vincent Stribel, à l'occasion d'une audition devant le Sénat, disait que globalement pour les entreprises qui rentreront dans le périmètre des entreprises importantes, l'investissement initial pour se mettre à niveau en termes de maturité cyber, c'est globalement entre 100 et 200 KE. Alors tout dépend évidemment du niveau de numérisation de l'entreprise, de son activité, etc. Mais globalement, c'est entre 100 et 200 KE, et avec un MCO de 10% de l'investissement initial pour les années qui suivent. C'est une estimation, mais en tout cas, ça donne un ordre de grandeur de ce que ça peut être. Et donc, l'élément complémentaire aussi que je peux dire, c'est que ce que l'on a pu identifier, même si, là encore, on n'a pas forcément la globalité des coûts qui sont générés derrière, c'est que dès lors que vous êtes victime de l'attaque, le coût ensuite pour rétablir le système et rétablir votre activité, il sera de toute façon toujours bien plus important que l'investissement initial qu'on aura pu faire sur la sécurisation du système. Ça paraît là aussi être du bon sens, mais en tout cas, les attaques par rançongiciel, ça reste une menace particulièrement importante, et donc l'idée, c'est bien l'audit et la mise à niveau, mais évidemment, je suis bien conscient que c'est un investissement qui n'est pas neutre. Mais malheureusement, il n'y a pas de solution simple à coût faible. Bonjour, Charline, ambassadrice Carbao. Vous Bonjour. étiez plutôt optimiste pour la place de l'IA pour la lutte sur la cybercriminalité. Aujourd'hui, la France n'est pas souveraine d'un point de vue technologique. Est-ce que ça a un impact? Alors, malgré les annonces de Mistral AI avec NVIDIA, mais est-ce que du coup, comme il y a de l'apprentissage qui ne vient pas de sources françaises, est-ce que ça a un impact sur cette lutte? Je sors un peu de mon rôle sur le sujet, mais on a quand même organisé un événement mondial il n'y a pas si longtemps à Paris sur l'IA. Je pense qu'on est plutôt bien positionné aussi en la matière. Alors,
je donne quelques éléments, mais ça ne va peut-être pas complètement répondre à la question. Et moi, je suis assez confiant quand même sur l'IA. D'une part, parce que l'IA peut être assez consommatrice d'un certain nombre de ressources, et on a quand même une capacité aujourd'hui en termes de ressources, je pense notamment à la ressource électrique, qui est très forte sur le territoire national. Et ça, c'est un vrai plus. On a également aujourd'hui globalement 200 écoles d'ingénieurs en France, plus les universités. On forme des très bons produits en intelligence artificielle, donc il y a des vraies compétences et des vrais talents en la matière. Et puis on a aussi des pépites comme Mistral AI qui existent et qui montent au fur et à mesure et qui prennent des parts de marché. Donc globalement, je pense qu'on a tout un tas de capacités aujourd'hui en France pour devenir des acteurs et être des acteurs importants sur le dispositif. Maintenant, tout dépendra des investissements qu'on fera, investissements français, investissements européens, par rapport à ce que d'autres pourront faire à côté. Mais en tout cas, on a vraiment des capacités aujourd'hui sur le territoire et en France de manière globale. Donc je n'ai pas d'inquiétude particulière sur le sujet tout de même. En général, vous parliez de recrutement. Vos cibles, en tout cas, comment vous recrutez des nouveaux? Alors, on souffre d'une méconnaissance de ce qu'on peut faire au sein du ministère intérieur en matière de cyber. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit des jeunes qui sont en dernière année d'école d'ingé ou en Master 2 en université dans un domaine scientifique ou technique, quand on parle de police ou de gendarmerie, c'est le policier ou le gendarme sur le bord de la route qui met des PV, quoi. Malheureusement, c'est encore ça. Ou alors, c'est le GIGN ou le RAID. En gros, c'est les deux extrêmes. Et on a besoin de faire savoir et de faire connaître les métiers qui sont les nôtres. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont ceux qui l'exercent. Et donc je demande, moi, à mes officiers qui sont issus d'écoles d'ingénieurs, d'identifier toutes celles qui sont intéressantes dans le cadre de nos besoins et d'y retourner, de s'exprimer, à la fois donner des cours, parce que ça montre aussi le bon niveau de technicité qu'ils ont aujourd'hui, et également, au-delà des cours qu'ils donnent, de pouvoir expliquer quel est leur métier, ce qu'ils font. Et quand vous avez des jeunes devant qui se rendent compte qu'un lieutenant ou un capitaine de gendarmerie est en mesure de pouvoir faire ce genre de choses, ça leur met vraiment des étoiles dans les yeux et ça leur donne envie de venir. Et en plus, il y a un vrai sens aussi dans ce qu'on propose. Alors je ne dis pas qu'il ne peut pas y en avoir ailleurs dans le domaine privé, bien évidemment, mais c'est très différent. Et ce qu'on va faire au sein du ministère intérieur dans le cadre d'une enquête judiciaire, d'un point de vue technique, on ne le fera jamais ailleurs. Là aussi, un exemple concret, dans les laboratoires qu'on a chez nous, la première chose que j'avais vue, un composant numérique qui était complètement explosé. Évidemment, dans une entreprise privée, vous mettez ça à la poubelle et vous allez le changer. Pour nous, l'objectif, c'est de le faire parler. Et donc, c'est de le reconstituer. On a déposé des brevets justement pour faire des choses qui ne seront peut-être jamais utilisées par d'autres, sauf peut-être des forces de police ou de gendarmerie qui sont des forces de police ou de gendarmerie étrangères, sans doute pas par le secteur privé parce qu'on n'a pas le même objectif. Mais ça, ce sont des choses que personne d'autre ne fera. Il y a encore 2 jours, j'étais justement à Pontoise, c'est notre 4e site, c'est là où on a le laboratoire, c'est là où j'ai ma division des enquêtes spécialisées. Et là, les gars me disent, mais nous, ce qu'on fait ici, on n'aurait jamais imaginé d'ailleurs le faire quand on était en école d'ingénieur, et on n'a surtout pas envie de s'arrêter. Et ça, c'est vraiment très bien. Sauf qu'on a besoin de faire savoir. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est que ce soit nos ingénieurs aujourd'hui qui sont présents, nos officiers, qui retournent dans les écoles. L'autre élément aussi qui est intéressant, c'est de faire savoir par l'intermédiaire de nos réservistes. On a, alors là je vais parler de la gendarmerie, parce que la police n'a pas le même mode de fonctionnement concernant sa réserve, mais on a globalement 400 réservistes cyber. Ce qui est pas mal, 400 réservistes cyber. Alors vous avez différents types de réserves, la réserve dite citoyenne, donc ce sont des gens qui sont plutôt bénévoles dans le domaine des systèmes d'information et de communication, dans le domaine cyber, qui donnent de leur temps sur des sujets de réflexion, ça peut être sur des sujets, en général c'est moins sur des sujets techniques, plutôt des sujets de réflexion, de stratégie. Et puis vous avez une partie réserve opérationnelle et spécialiste, et là c'est plutôt sur des sujets très techniques. Quand on a besoin de quelque chose, eh bien on les convoque pendant quelques jours, s'ils sont disponibles, ils viennent travailler pour nous sur ce sujet-là. Et donc ça permet aussi
de diffuser, savoir ce qu'on fait, et c'est un bon mode opératoire aussi pour nous, pour faire connaître nos métiers. Mais si on n'a pas de difficultés majeures en termes de recrutement aujourd'hui en la matière, on doit être proactif et on doit faire savoir. Parce que c'est malheureusement encore pas suffisamment connu. Bon, bonjour. Je représente une entreprise de services numériques également. Et j'ai une petite question sur les rançons logicielles. Vous avez exprimé tout à l'heure le fait que quand une entreprise subissait une attaque, il était primordial d'informer la gendarmerie. Il faut que vous puissiez intervenir pour mener une enquête. Mais une entreprise de 40-50 personnes qui subissent ce type d'attaque, son premier objectif, c'est de repartir. C'est de refonctionner, de retravailler. Donc ma question, elle est, en combien de temps vous intervenez si on vous contacte dans ce cadre-là, et combien de temps vous prenez pour dire, bon, bah, c'est bon, ça y est, ok, on a fait notre boulot, on a les informations pour mener l'enquête, pour faire notre travail, vous pouvez rétablir, entre guillemets, le service. Alors vous avez totalement raison, hein. Et ça on en est bien conscient, la priorité c'est de redémarrer, et donc c'est pas d'avoir un gel des lieux pendant X heures en attendant que les gendarmes se déplacent et récupèrent ce qui est utile. Donc on sait faire la part des choses en la matière, et quand j'évoquais tout à l'heure la répartition dans les territoires, avec notamment les gendarmes les plus proches, ceux de la brigade territoriale ou ceux qui sont au niveau départemental, c'est que ce soit ces gendarmes-là qui se déplacent les premiers et qui puissent être en relation avec le cas échéant le niveau central par téléphone, de manière à ce qu'ils puissent leur donner des consignes sur le mode opératoire. Donc l'arrivée, elle peut être très rapide. Déjà l'arrivée des gendarmes les plus proches, elle est très rapide. Quand je dis très rapide, globalement, sur une intervention, quelle que soit la nature de l'intervention, qu'elle soit cyber ou autre, on a globalement en 20 minutes, c'est l'intervention, c'est l'arrivée. Après, on n'aura peut-être pas forcément celui qui est le plus performant en la matière, mais c'est toujours le principe de la subsidiarité. Comment je suis capable de pouvoir prévenir la bonne personne qui va me donner les consignes pour savoir ce que je dois faire et le réaliser moi-même pour justement faire perdre le moins de temps possible. Et à minima, on a toujours, et là ce sont les gens qui sont des spécialistes et qui sont au niveau départemental, donc le niveau départemental n'est jamais forcément très loin, alors après ça dépend si on est juste à côté de la préfecture ou si on est un petit peu plus éloigné, mais là encore, ce n'est pas quelqu'un qui va venir directement à l'échelon central à Paris pour descendre. Donc on est bien conscient de cela, et c'est pour ça que justement cette alerte rapide, elle est pertinente pour nous, parce qu'on sait bien qu'il ne faut pas vous faire perdre de temps et que l'activité économique de l'entreprise, c'est évidemment ce qui doit primer. Et on fait en sorte d'être le moins problématique possible en la matière. Et c'est ce principe, hein, vraiment d'irrigation dans le territoire, parce que c'est vraiment cette proximité qui est majeure avec une capacité d'intervention rapide, donc proximité. Bonjour, Alain Del, je fais de la gestion de patrimoine, et pour renforcer ce que vous venez de dire, mon général, j'ai un client justement qui a subi une arnaque au président, et qui a justement fait intervenir les services dont vous faites partie, et ils ont réussi à remonter la filière et à arrêter une partie de la filière. Donc ça intervient très très vite, en tout cas pour conforter ce que vous venez de dire, et ça permet d'arrêter les malfrats. Voilà. Merci, on ne s'était pas mis d'accord, hein, mais en tout cas merci de votre témoignage. C'est important de le dire, parce que c'est vrai que souvent on a une perception, je dirais, des forces de police qui n'est pas toujours très positive, et il faut dire aussi quand ça marche bien, quoi. Merci effectivement de ce témoignage, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas forcément toujours. Alors on a évidemment encore des difficultés, on peut très bien, et ça je l'ai encore entendu récemment, avoir une personne qui se présente dans une brigade ou un commissariat et qui n'est pas accueillie dans les meilleures conditions dès lors qu'elle est victime d'une attaque cyber. On doit continuer à y travailler, mais on fait en sorte aujourd'hui que ce soit le moins le cas possible, et ce témoignage montre que bon, les efforts payent, mais on va continuer à distiller dans les territoires. Moi, j'ai l'exemple inverse. C'est pour ça, ça tombe bien. Ma compagne a subi une attaque au faux conseiller bancaire. Et en appelant à la fin la banque, lui a demandé la gendarmerie. La gendarmerie lui a dit, vous inquiétez pas, la banque va vous rembourser. Rappelez votre banque, ils vont faire le nécessaire. Et c'est en allant 2 fois à la gendarmerie qu'ils ont dit, on va prendre votre plainte, mais ça ne servira pas à grand-chose. De toute façon, c'est la banque qui va gérer. Donc c'est des fois le contraire entre ce qu'on veut porter
et vraiment ce qui se passe en réalité. On n'a pas la même impression que sur le dernier maillon, ils ont le même impact que effectivement la direction ou les représentants de vos services veulent porter. Oui, alors ça, effectivement, ça peut être un peu la difficulté. Aujourd'hui, quand vous êtes victime d'un retrait sur votre compte bancaire et que vous êtes toujours en possession de votre carte, mais que vous n'avez pas effectué l'opération, c'est la banque qui vous rembourse. Et vous avez, je parlais tout à l'heure d'une plateforme qu'on appelle Perceval. Ça vous permet sur Perceval de faire un signalement, de dire voilà, j'ai observé un retrait frauduleux sur ma carte bancaire, j'ai perdu X euros, j'ai toujours ma carte et j'ai jamais effectué de retrait frauduleux, enfin jamais effectué ce retrait-là. Vous allez avoir un récépissé, vous présentez à votre banque avec et la banque vous rembourse. C'est le mode opératoire. Là, ce que vous venez d'indiquer, ça peut être sans doute différent parce que le fonds conseiller a dû contacter votre épouse. Peut-être lui a-t-il demandé de fournir ses codes. Et si elle a fourni ses codes, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. C'est différent de ce que j'évoquais tout à l'heure. Et là, oui, ça peut nécessiter un dépôt de plainte. On ne sait pas ce qu'il pourra y avoir derrière, mais ça peut nécessiter un dépôt de plainte pour ensuite essayer de remonter sur les personnes. Donc il y a peut-être une confusion, effectivement, par rapport à la personne qui a accueilli votre épouse au sein de l'unité. Mais c'est là où, justement, il faut qu'on précise bien la manière dont... Enfin, qu'on précise bien, c'est plutôt que le gendarme ou le policier ait bien une connaissance de tous les phénomènes qu'on peut avoir en la matière pour savoir ce qui, effectivement, nécessite une plainte ou ce qui ne nécessite pas. Donc, effectivement, oui, il peut y avoir eu une confusion, là, typiquement, par rapport aux deux cas d'usage que j'évoque. J'enchaîne. On fait la ligne. À vous, les gars, bientôt. Avant d'être des entrepreneurs, on est surtout des individus. Comment vous jugez aujourd'hui la capacité des individus à réagir à ce genre de menaces dans leur vie de tous les jours? On utilise tous des smartphones, des ordinateurs, etc. Est-ce que vous pensez que la population est suffisamment impliquée, alertée, informée sur ce genre de menaces? Parce que ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Même les enfants, oui, effectivement. Je pense qu'on doit aller encore plus loin dans l'information parce que quand on voit, enfin vous le voyez vous-même dans la salle, je pense que personne ici n'a pas reçu à minima un SMS qui lui demandait d'aller sur un truc, le colis qui a été livré que vous n'avez jamais commandé. Enfin, je pense que tout le monde a eu ça. Et sans doute qu'au sein de la salle, certains ont déjà été victimes, c'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'au bout et ont peut-être rentré leur code de carte bancaire. Donc non, pour moi, la prévention doit continuer. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment les uns les autres sensibilisés sur le sujet. Quand j'évoquais le 17 cyber tout à l'heure, qui a été lancé par quand même les directeurs généraux de la gendarmerie nationale, de la police nationale, le directeur de l'ANSSI, je ne suis pas certain que dans la salle, beaucoup de monde savait ce qu'était le 17 cyber. Typiquement, on a un outil qui permet de pouvoir dispenser des conseils, etc., mais qui n'est pas suffisamment connu. Donc il y a un sujet justement sur le 17 cyber, qu'on puisse avoir une campagne financée par le ministère de l'Intérieur pour le faire connaître davantage. Mais à chaque fois que j'interviens dans des assemblées, j'en parle et la plupart des gens ne connaissent pas. Donc on voit qu'on a un gros effort encore à faire en matière de sensibilisation et on a encore une fois beaucoup de personnes qui sont victimes. Quand on évoque 348 000 victimes, une augmentation de 74% sur les 5 dernières années, on voit qu'il y a encore un gros effort à faire. Donc non, on n'est pas suffisamment sensibilisé, très clairement, pour les individus. Si je peux me permettre de rebondir effectivement sur ce qui a été dit tout de suite par rapport au dispositif 17 cyber. Pardon, je ne vous vois pas, vous êtes où? Je suis là, Ah, c'est encore moi. Je suis désolé, parfois je ne regarde pas au même endroit, merci. Donc oui, on fait partie du dispositif et on a l'habitude d'accompagner des cas de figure qui a été expliqué où des retraits bancaires ont été faits de façon frauduleuse. Et il y a des professionnels comme nous dans les régions un peu partout en France qui peut aussi accompagner, que ce soit des entreprises ou des particuliers, sur cet aspect-là aussi. Si vous n'êtes pas reçu en gendarmerie, nous, on peut aussi envoyer un signalement par ce dispositif directement au J3. Et ensuite, souvent, il y a une remontée du moins au J3 et ensuite des dispositifs comme un dépôt de plainte qui pourrait suivre avec nous, notre déjà signalement qui est préfait par nous. Voilà.
C'est vrai que vous avez évoqué J3, qui est le parquet spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité à Paris. Là, on est vraiment sur toutes les attaques qui sont celles du plus haut du spectre. Encore une fois, c'est les rançongiciels. Les rançongiciels, c'est une compétence nationale pour le parquet de Paris. Et ça, c'est très bien parce que ça permet justement d'avoir une vision qui est une vision globale. J'en ai juste un mot là-dessus, parce que voilà, aujourd'hui, quelle que soit l'entité qui est victime d'une attaque par rançongiciel, par exemple Logbit, ce sera toujours le même service qui sera saisi. Et Logbit, aujourd'hui, c'est la gendarmerie, c'est l'unité nationale cyber. Donc que vous soyez en zone police, en zone gendarmerie, que vous soyez en métropole ou en outre-mer, ce sera toujours le même et sera dirigé par le parquet J3. Et tout ça pourquoi? Tout simplement parce que si on a une attaque toujours par le même groupe, le fait d'avoir toujours le même service qui est saisi, ça permet de faire des recoupements et de potentiellement pouvoir remonter plus facilement sur les auteurs. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché puisque Logbit a pu être démantelé. Et c'est grâce notamment à l'intégralité des retours qu'on a pu avoir sur l'ensemble de ceux qui ont été victimes. Voilà, donc ça c'est très particulier, c'est le seul domaine dans lequel ça existe. Pour le reste, ce sont les parquets locaux qui effectivement traitent localement de tous les sujets cyber. Mais c'est vrai que le cyber c'est tellement vaste, entre l'escroquerie liée à la personne, le cas que vous évoquiez tout à l'heure pour votre épouse, et le cas qui est celui d'une attaque de très haut du spectre sur une entreprise qui est complètement mise à mal, c'est vraiment très très vaste. Et on a effectivement collectivement tous encore des progrès à faire pour s'améliorer, mais en tout cas les choses avancent fortement. Et d'ailleurs, là aussi, je ne l'ai pas dit, mais je donne juste cet exemple de la gendarmerie nationale, mais le directeur général de la gendarmerie a décidé d'augmenter les experts en matière cyber et de les multiplier par 3 jusqu'à 2030. Alors on n'est pas sur le principe d'augmenter les effectifs, etc. C'est plutôt de spécialiser d'un point de vue cyber les gens qui aujourd'hui sont dans l'enquête judiciaire, avec des formations qui sont assez lourdes, parce que c'est une formation de 1 an pour le faire. Donc ça montre aussi toute l'importance que les forces accordent au sujet cyber, à la formation et aux nécessités de compétences, et encore une fois dans les territoires. Mon général, tout à l'heure, vous disiez que vous interpelliez dans les filières suite à des problématiques, et même à l'étranger. On ne le sait pas vraiment. Moi, je ne savais même pas que vous aviez le droit d'intervenir ailleurs. Et comment se fait-il qu'on ne le sache pas vraiment tout ça? Vous le médiatisez, vous le faites savoir? Ou c'est une volonté de ne pas trop faire savoir, justement? Non, on médiatise. Alors, c'est toujours dans le respect d'une communication qui doit être maîtrisée par le procureur de la République ou le magistrat instructeur en fonction du cadre d'enquête. Donc, c'est toujours le magistrat qui communique, mais on prépare les communiqués de presse de manière commune. Le magistrat borde sur ce qui peut être dit dans le cadre de l'enquête et les policiers et les gendarmes évoquent l'ensemble des moyens qui ont été mis en œuvre. Donc non, la communication, on fait vraiment en sorte de le faire. D'une part, parce que, ça valorise nos services, et d'autre part, c'est aussi pour faire savoir, d'une part, à l'adversaire qu'on peut interpeller, mais également à tous ceux qui potentiellement ont pu être victimes à un moment ou à un autre, qu'on peut y arriver. Alors, ces communiqués de presse qui sont réalisés par les parquets, on fait en sorte, nous, au sein de nos services, de les relayer aussi aux médias. Et ensuite, les médias peuvent générer des interviews, faire un déplacement, etc. Donc non, il y a une vraie volonté aujourd'hui de communiquer sur le sujet. Alors si vous ne les voyez pas forcément toujours, c'est qu'on peut sans doute s'améliorer encore en la matière. Mais non, l'idée c'est bien de faire savoir aussi ce qu'on est capable de faire et ce qu'on réussit. Encore une question ici. Tout à l'heure, vous avez parlé des nouvelles menaces qui sont apparues du coup avec l'IA génératif, notamment le phishing grâce aux corrections très simples qu'on peut faire, le deepfake. À votre avis, quelles sont les autres menaces qui risquent d'apparaître dans les années à venir, sachant que l'IA génératif se démocratise de plus en plus? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme nouvelles choses qui vont être possibles grâce à ça, en tout cas à cause de ça? Alors, la question est intéressante et on a commencé, nous, à se pencher dessus il y a quelques mois, où au sein du ComCyber, on a créé ce qu'on appelle une Red Team, sur le même principe que ce que les armées font. Les armées ont créé une Red Team il y a déjà quelques temps, c'est comment imaginer le combat de demain, le combat du futur, les typologies d'adversaires, les typologies de moyens qui sont utilisés par l'adversaire. Et nous, on est en train de faire la même chose pour imaginer ce que sera le cyber à 10 ans. Alors l'exercice n'est pas simple, parce qu'évidemment, sur un
Un domaine qui est particulièrement évolutif, c'est pas forcément évident d'imaginer ce que ça peut être à 10 ans. On va peut-être se tromper totalement et se fourvoyer. Mais il ne faut pas s'empêcher d'y penser, et c'est pas qu'il ne faut pas s'empêcher, c'est qu'il faut absolument le faire. Et c'est là où justement nos réservistes, et en particulier les réservistes citoyens, quand je parlais tout à l'heure un peu de stratégie, d'idées, de pensée, etc., on les mobilise fortement pour que justement ils puissent nous aider en la matière. Le premier chantier qu'on a lancé, c'est celui du médical. Quand je dis le médical, ce n'est pas les attaques sur les hôpitaux, c'est l'attaque sur les matériels médicaux, sur typiquement une personne qui a été transplantée avec un pacemaker, ce genre de choses. On sait qu'il y a des actions qui existent déjà en la matière. Alors je ne vais pas en parler parce qu'on n'a pas encore publié, on publiera d'ici quelques temps le sujet, mais on a quelques idées sur ce qui pourrait être fait par la suite. D'ailleurs, on aura deux aspects. Un aspect qui sera un aspect totalement interne au ministère, parce qu'évidemment, il ne faut pas donner des idées à l'adversaire, même si je fais confiance à l'adversaire pour avoir les idées tout seul. Et puis une partie qui sera une partie grand public. Il y a un deuxième thème sur lequel on s'intéresse fortement, c'est celui du transport. Et donc la capacité notamment, alors ça peut être par l'IA ou par d'autres choses, à la capacité de la prise de contrôle à distance des véhicules, notamment. Ce qui s'est déjà fait d'ailleurs, parce que là pour le coup, il y a déjà eu notamment, c'était en Russie, où tout un tas de taxis s'étaient tous rendus au même endroit et provoquant des embouteillages monstres. Mais à partir du moment où tout est hyper connecté, on sait qu'on a une capacité aussi. Donc ça, c'est aussi notre deuxième thème de prédilection, c'est le transport. Donc c'est assez difficile aujourd'hui de dire ce à quoi s'attendre à très court terme. Mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on a lancée il y a quelques mois sur lesquelles on fera les premières productions. Mais mes équipes avaient identifié déjà 10 thématiques sur lesquelles on travaillerait au fur et à mesure. En tout cas, la première, c'est la santé. Alors si c'est la santé, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on imagine déjà que c'est quand même un sujet sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Donc je ne donne pas forcément les modes opératoires, mais plutôt les domaines qui peuvent être des domaines problématiques. Et le deuxième, c'est celui des transports. En général, comment on fait pour devenir chef du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace? Quel est le cursus? Quel est votre parcours? Moi je suis ingénieur de formation civile. J'ai fait mon service militaire à l'époque parce que c'était obligatoire en gendarmerie comme officier appelé. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai passé le concours externe, je l'ai réussi. Et ensuite, j'ai alterné les postes de commandement sur le terrain, comme n'importe quel autre officier de gendarmerie. Et quand j'étais pas sur le terrain, eh bien, j'ai toujours été dans un domaine scientifique, numérique, informatique, sous direction de télécom et de l'informatique, service des technologies, des systèmes d'information de la sécurité intérieure, et ensuite le cyber. Donc on est toujours quelque part rattrapé par notre formation d'origine. Mais je trouve ça très bien parce que ça permet d'une part de capitaliser sur la formation initiale des militaires, mais également d'avoir cette connaissance du terrain, parce qu'on a beaucoup parlé quand même de territoire cet après-midi, mais c'est important aussi pour nous gendarmes et pour les chefs d'avoir une bonne connaissance du terrain et de pouvoir alterner les deux. Enfin, je trouve que c'est un parcours particulièrement riche. Et vous avez combien de gendarmes sous vos ordres, combien de services? Le ComCyber MI, nous, on est vraiment une entité très stratégique avec une composante opérationnelle, c'est 130 personnes. L'OFAC, que j'ai évoqué tout à l'heure, entité centrale aussi, c'est 130 personnes. L'UNC, que j'ai évoqué également, c'est 130 personnes. La BL2C, c'est globalement 80 personnes. Ça, ce sont les entités centrales. Et ensuite, vous avez la déclinaison d'un territoire. Donc, pour la gendarmerie nationale, j'ai parlé de 10 000 cybergendarmes. Sur les 10 000 cybergendarmes, vous avez globalement 300 spécialistes qui sont au niveau des régions et au niveau des groupements de gendarmerie. Et pour la police nationale, c'est globalement quelque chose d'équivalent. Donc voilà un peu la manière dont tout est structuré. Mais en tout cas, pour le ComCyber-AMI, sur nos piliers de renseignement, de stratégie, d'appui opérationnel et de formation, on est 130. Bonjour mon général, j'avais juste une petite question. Comment on fait pour être cyber-réserviste citoyen? Alors, le plus simple, ça sera de m'écrire. Et je vous mettrai en relation avec nos services. Alors, vous envoyez un petit mail à M. Bellon ou à un de ses collaborateurs qui pourra faire la mise en relation. Et moi, je transmets aux entités en charge. Et après, en fonction de votre parcours, de votre CV, on identifie avec vous sur quel domaine vous pouvez être mis ou mise à contribution et justement être associé sur nos travaux de réflexion.
Et on réalise notamment un certain nombre d'ateliers. Alors, le principe, c'est pas forcément de toujours faire venir les réservistes citoyens sur place. C'est parfois animé par des gens du COM Cyberami, à distance, parfois des visios, en fonction du moment où les uns et les autres sont disponibles, parce que chacun a son activité professionnelle et c'est pas simple. Et ensuite, on fait une restitution avec un document cadre qui pourra être utilisé ensuite par notre division de notre stratégie. Et on essaie de faire aussi une restitution autour d'une table ronde qui peut durer jusqu'à 1 heure maximum et faire en sorte de ne pas faire perdre trop de temps non plus aux réservistes citoyens et avec un panel de décideurs autour pour justement nourrir nos réflexions. Voilà un peu le mode opératoire d'organisation. Et après, sur d'autres thématiques très spécifiques, ça peut être juridique ou autre en fonction de vos compétences, là on peut faire venir quelqu'un spécialement pour travailler avec un de nos collaborateurs sur une problématique très spécifique. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez changer par mail, on se mettra en relation et puis je vous mettrai en contact avec mes équipes. Oui, bonjour mon général. Alors moi, ma question, c'était de savoir de quelle manière vous gravissez les échelons pour passer de général 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Est-ce que c'est des concours? Est-ce que c'est par... Qu'est-ce qui fait que... Alors, il faudra demander à mes chefs. Mais non, c'est en fait, vous avez un parcours de carrière avec des postes de commandement à cocher, entre guillemets, donc un commandement de 1er niveau, 2e niveau, 3e niveau. Et en fonction de la manière dont vos commandements se sont passés, eh bien, ça vous permet d'accéder au commandement supérieur, d'accéder au grade supérieur. Et puis entre-temps, sur les commandements, vous avez justement ces postes spécifiques dans un domaine particulier. Donc moi, mon domaine, c'est le numérique et le cyber. Certains de mes camarades, c'est les ressources humaines. D'autres, c'est les soutiens finances. D'autres, c'est l'opération de l'emploi. D'autres, c'est le judiciaire pur sur la partie doctrine. Donc tout ça, ça dépend en fait des capacités et de la voie dans laquelle chacun a été positionné à son début de carrière. Et au fur et à mesure, eh bien, si vos emplois ont participé quelque part un peu à la réussite, eh bien, ça vous permet de pouvoir monter les différents échelons. Donc pour le moment, en ce qui me concerne, ça s'est pas trop mal passé. Merci mon général.